Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver ce matin sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. Eh bien, pour ce matin, nous avons une pensée pour Marc Lecoq. Marc Lecoq, reconnaissez bien ce nom, il est le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence à l'ONU. Il a fait hier une déclaration à la réunion de la formule ARIA sur la situation humanitaire au Cameroun. Il faut dire que la situation humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest s'est rapidement détériorée. En 2018, 160 000 personnes ont donc été estimées à avoir besoin d'une aide humanitaire dans ces deux régions du Cameroun. Il y a aujourd'hui 1,3 million de personnes qui sont dans le besoin. Au moins 70 écoles ont été détruites depuis le début de l'année. 80% des écoles sont fermées. Plus de 600 000 enfants sont privés d'une éducation dans les deux régions et 40% des établissements de santé ne sont pas opérationnels. Ce sont là les mots extraits de cette déclaration de la réunion de la formule ARIA sur la situation humanitaire, signée du secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence. Il s'appelle Marc Lecoq, madame, monsieur. Donc, comme chaque matin, ce programme va s'atteler à vous accompagner avec tous les protagonistes sur ce plateau. D'abord, vous, monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier à monsieur Oumarou Michel, sous-préfet de Ouaza, qui est passé maître dans l'art ou dans le détournement des denrées alimentaires gracieusement offertes par le chef de l'État aux agriculteurs et grâce au programme alimentaire mondial. Les agriculteurs étaient aux abois depuis que le chef de l'État avait offert ces dons constitués d'intrants et notamment l'urée pour permettre et faciliter la culture, la pousse des produits. Seulement, monsieur le sous-préfet et le délégué d'arrondissement de l'agriculture ont stocké les produits. Les produits se sont périmés, le temps est passé. Ils sont restés aux aguets attendant. C'est il y a quelques jours qu'ils ont vu des camions sortant de la maison, du domicile du délégué d'arrondissement pour aller être commercialisé à Kousseri. Aïe, Cameroun. Aïe. Voilà. On va évidemment rappeler que tout à l'heure à 10h30, nous aurons rendez-vous avec la colère de Charles Hamel sur ce plateau. Madame, Monsieur, on va évidemment dire bonjour à vous, Florazé. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et bonjour à nos millions de téléspectateurs. Encore dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous allons constater à travers des images des populations encore en colère. On est dans une localité extrêmement agouffée, justement où il y a plus de symbiose entre les populations de ce côté, le maire de cette localité, les populations très en colère. Rappelons également que le véhicule de ce maire justement a provoqué un accident qui a tout de suite éveillé de colère toutes les populations et encore des revendications au bout du jour. On en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux et il faut pousser, on reviendra sur la crise anglophone et pas mal d'autres images en complément de cette revue des réseaux sociaux. Très bien. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, Bob Began, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. En faisant l'évaluation de l'exercice 2019, le ministre des Finances a dit que les objectifs du premier trimestre n'ont pas été atteints. Les recettes budgétaires, fiscales, douanières et tout devaient être évaluées en fin mars 2019 à 799 milliards. C'était ça qui était prévu dans le budget, ou alors qui est prévu dans le budget. Mais le gouvernement n'a plus engrangé que 649,1 milliards de francs. Donc il y a un gap de 150 milliards de francs arrondis. Espérons que lorsqu'on va faire les évaluations lors du premier trimestre, c'est-à-dire au 30 juin 2019, on pourra rattraper ce gap. Merci. On va démarrer le programme de ce matin avec la première articulation. Voici l'histoire du jour. Karine Sontia, bonjour.
Bonjour Eric Fopossi, bonjour aux téléspectateurs et bonjour au panel ce matin. C'est l'histoire d'Alvin qui est toute triste, elle est éplorée, elle ne sait même plus à quel sens se vouer. Est-ce qu'elle doit continuer ses études? Est-ce qu'elle doit rentrer au Canada pour terminer ces 2 années d'études qui lui restaient? Est-ce qu'elle doit rester au Cameroun pour respecter ce que la grand-mère a dit, encore qu'elle est chrétienne? Alors Alvin vit au Canada depuis plus de 8 ans. Et elle est revenue au Cameroun parce qu'elle avait des petits bobos de santé. Et elle est revenue, ça lui a aussi permis de passer un peu de temps avec sa famille. Elle est du département du Ndja et Lobo, du village Mven. Ça, c'est ce qu'elle nous a dit. Et elle nous dit qu'arrivée au Cameroun, elle s'est soignée. Et après les soins, les aînés de son village, les patriarches se sont réunis et lui ont donné un sac. Et que c'était le sac de sa grand-mère qui lui donnait. Mais elle n'a pas cherché à comprendre pourquoi. Et elle leur a tout simplement dit que demain, moi, je vais rentrer. Il faut que je continue, je termine mes études. Je n'ai plus que 2 ans avant de revenir encore vous voir. Ils lui disent non. Le sac qu'on t'a donné, ce n'est pas pour que tu partes. Ce sac-là t'oblige à rester ici. Parce qu'il faudra que tu performes un certain rituel pour pouvoir prendre la place de ta grand-mère dans la communauté. Elle dit que, mais une grand-mère que je n'ai pas connue, comment est-ce qu'aujourd'hui, on me dit que je dois prendre sa place et rester au pays? J'ai une vie au Canada, comment je dois abandonner ma vie au Canada? Et elle dit, elle ne peut pas se confondre à ces rites traditionnels-là, qu'elle ne peut pas le faire, c'est impossible pour elle. Elle veut continuer ses études, elle veut vivre comme une personne normale, avoir une famille et ainsi de suite. Ce qui fait qu'elle ne peut pas respecter les dires de sa grand-mère qu'elle n'a même pas connue. Ils lui ont dit non, tu étais d'abord malade, des raisons pour lesquelles tu étais malade, c'est justement ta grand-mère qui t'appelait dans ta terre. Il fallait que tu reviennes pour qu'on te soigne et que tu prennes sa place. Elle leur a dit non. Vraiment, elle croit en Dieu. Elle ne peut pas se confondre à cela. Et elle a pris ses affaires et elle est rentrée. Se conformer ou se conformer ou se confondre. Elle a alors pris ses affaires et elle est rentrée. Arrivée à l'aéroport, elle se rend compte qu'elle n'a pas son passeport. Elle retourne au village, elle trouve son passeport où elle avait déposé, mais elle sait qu'elle avait pris le passeport. Elle reprend le passeport, elle met dans sa poche, elle arrive encore à l'aéroport, elle ne trouve pas son passeport. Elle s'assoit à l'aéroport comme une personne qui a eu deuil, elle se met à pleurer et elle demande, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Pourquoi est-ce que je dois retourner au village alors que j'ai déjà autant poursuivi ma vie à ce niveau? Pourquoi est-ce que ma grand-mère me fait cela? Et encore que je suis chrétienne à cette étape-ci, moi je ne crois pas en cela. Pourquoi en ce moment précis? Elle ne sait pas à quel sens se vouer. Est-ce qu'il y a des méthodes qu'on peut utiliser pour qu'elle aille au moins finir ses études et tout? Est-ce qu'il y a une manière, une méthode, une stratégie qu'on peut utiliser pour qu'elle ne respecte pas cela? Parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas laisser tomber sa croyance chrétienne pour des rites traditionnels. Bon, j'ai envie de dire, mon Dieu, c'est clair que c'est violent, hein, la tradition elle est violente et parfois vous laissez y aller par vos envies et vous vous rendez compte que les conséquences sont tout de suite visibles sur vous. Alors, bon, Bengan, je commence par vous. Non. Je vous demande de retirer ces propos. Alors, donc quand vous dites la tradition est violente, la tradition judéo-chrétienne est plus violente que la nôtre. Parce que vous ne l'avez pas dit, moi je vous donne cette précision-là. Bon, je ne faisais aucune comparaison. Mais si, quand vous dites la tradition, vous parlez bien de la tradition. La tradition, toute tradition confondue. Ah, voilà. Il faut alors dire les traditions sont violentes. La tradition, en réalité, le capitalisme aussi est une tradition, il est violent. Il est aussi violent, voilà. oui. Mais non, par rapport à ça, notre tradition n'est pas violente. La tradition africaine, justement, n'est pas violente. Dans la tradition judéo-chrétienne, elle serait assassinée. Elle serait morte assassinée. Vous avez vu la naissance de l'église protestante. Voilà, je ne vous raconte plus l'histoire. Et le pape Nicolas V, quand il envoie sa lettre au roi Alphonse de Portugal, le 8 janvier 1454, pour autoriser l'esclavage, et qu'à la cathédrale de Paris, en 1459, il accueille les premiers esclaves et dit merci à Dieu d'avoir donné des gens pour que la civilisation, pour que les Blancs soient épanouis. Et ça, ce n'est pas de la violence. Alors là, je dirais c'est autre chose. Non, ici, il s'agit pour cette nuit
deux choses. La première, elle dit, je n'ai pas connu ma grand-mère. J'ai envie de lui poser la question, a-t-elle connu Jésus et Marie? Qu'elle nous dise quand. C'est ça la première chose. Deuxième chose, elle dit être chrétienne, elle vit au Canada. Et justement, pourquoi toute la médecine développée au Canada n'a pas pu soigner les maladies dont elle souffrait? Et on lui dit, va te soigner au village. Elle vient se soigner au village. La chrétienté au Canada, elle aurait d'abord constaté que ce sont les Noirs qui sont en train d'évangéliser là-bas au Canada. Tous les prêtres et pasteurs blancs, d'abord ne croient plus rien à ce qui se passe là-bas. Donc, en fait, c'est cette violence de la tradition judéo-chrétienne qui l'a sevrée de ses racines. Et c'est là le problème. Elle ne sait même pas qu'elle a été tellement violentée qu'elle a perdu ses repères, qu'elle a du mal à retrouver. Et que l'esprit de sa grand-mère l'amène maintenant de manière, j'allais dire, conviviale à reprendre. Si elle était un tout petit peu objective, elle aurait pu comprendre que je n'ai pas pu être soigné au Canada, c'est au village qu'on m'a soigné. Donc, en fait, le paradis, c'est ici au village. Je fais donc comment pour vivre dans ce paradis qui est mon village? Et ça, on lui donne des petites expérimentations pour lui dire, en fait, ma fille, là où tu vas, c'est ici que tu dois être. Maintenant, je termine en disant, elle aurait pu négocier. Négocier, c'est-à-dire, puisqu'on va encore l'arrêter là-bas, elle aurait pu négocier en lui disant, non, il me reste 2 années d'études, je ne peux pas, je souhaite ne pas les bazarder comme ça, je vais revenir. Je vais revenir, on lui aurait donné la permission, encore que pendant longtemps, elle était coupée de sa culture et tout. On aurait compris qu'elle aille terminer ses 2 années d'études pour qu'elle rentre maintenant s'occuper de la famille. Mais elle pense comme les jeunes, tous les jeunes d'aujourd'hui, les occidentalisés aujourd'hui, elle pense que de toutes les manières, moi j'ai mon programme, j'ai mon objectif, j'ai fait ci, j'essaierai ci, j'essaierai ça. Voilà, on lui dit donc maintenant que elle doit apprendre qu'on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. Ça, c'est des signes qu'on lui fait. Là, il lui appartient de revenir à terre et de s'asseoir que c'est au village son avenir. Ça ne veut pas dire qu'elle ne retournera pas au Canada. Mais qu'elle vienne, elle a une mission à faire au Canada qui ne l'empêche pas de rentrer. Mais si elle s'entête à aller, bon, elle pourrait se retrouver dans la folie. Hein. Et là, vous parlerez de violence en oubliant l'autre violence. Là. Donc, et là, elle peut se retrouver à être folle ou même à mourir, pourquoi pas. Ça veut dire qu'elle est indigne et ça veut dire qu'elle insulte sa grand-mère, ça veut dire qu'elle insulte toute une communauté. Et ça, c'est ce que nous ne permettons pas. Florazé, je poursuis avec vous sur ce plateau. Allez-y. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que la tradition à un moment donné est très violente. Parce qu'on a affaire déjà à une jeune dame qui décide, après de longues années à l'étranger, décide de renouer justement une certaine filiation avec sa terre, avec sa famille et autres. Et justement, elle est comprise au piège ou dans une situation où elle n'a pas parole, où elle n'a pas la capacité de justifier son choix de vie par rapport à ce qui lui est présenté dans l'histoire du jour. Donc, moi, je trouve ça triste. Moi, je sais qu'également dans nos traditions, vu que ce sont nos êtres aînés sages qui présentent la chose, doivent également à un moment donné respecter le choix de vie de tout un chacun. Parce que je reviens également pour dire que même dans la Bible, Dieu a donné le libre arbitre à tout un chacun de choisir son camp. Donc, je crois également que c'est pratiquement la même chose, puisque, on nous dit tout le temps qu'ils sont le trait d'union entre Dieu et, voilà, et les hommes. Donc, je crois également qu'ils doivent obéir au principe du libre arbitre. On a affaire à une jeune dame qui n'a jamais connu sa grand-mère. Donc, forcément, qui n'est pas très ancrée dans la tradition et autres, mais qui décide quand même d'avoir ses repères et peut-être de les maîtriser et autres. Donc, mais qui a fait un choix de vie, qui elle décide de ne pas entrer, je ne sais pas moi si elle a été intronisée, je ne sais pas, est-ce qu'elle a été préparée à ça?
Est-ce que mamie, sa grand-mère, avant de décéder, avait légué ce pouvoir à une personne, tierce personne, de transmettre ceci à cette dernière? Est-ce qu'elle est passée par une certaine initiation et autres? Moi, je sais qu'il y a un procédé pour une telle initiation. Est-ce que la fille débarque au Cameroun, on dit, voilà le sac et autres? Elle ne sait pas ce qu'il y a dans le sac, elle ne sait ni d'Adam ni F. Donc, c'est une histoire ni sans tête ni queue. Donc, elle a le droit aussi de s'opposer, vu qu'elle n'a jamais pensé à adhérer à ce type de choses. Et elle peut bien respecter sa tradition et sa culture, mais ne pas être dans ce que moi elle est meilleure, ce que moi je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que souvent vous avez la connexion avec l'au-delà, vous pouvez voir ci, vous pouvez ne pas voir ça, etc. et tout. Donc maintenant, elle est dans une croyance qu'il faut respecter. Donc là, j'estime qu'on est un peu violent au point où on empêche à cette dernière de s'épanouir, notamment de rentrer dans son quotidien normal pour elle. Donc là, je pense que soit je sais pas moi, soit les patriarches, etc., ne savent pas ce qu'ils font. Parce que moi également, je crois qu'à un certain moment, quand on a cette réflexion de sagesse, moi, soit c'est pour détruire, soit c'est pour construire. Alors, s'il faut déjà déconstruire, c'est-à-dire que détruire le quotidien de cette dernière, détruire son mental et autres, ça veut dire qu'on ne respecte plus, on n'est plus dans la tradition. C'est quoi exactement la tradition africaine? Parce que la tradition judéo-chrétienne détruit la tradition africaine. Parce que jusqu'ici, moi je vois en cette dame, à travers le témoignage de Karine, je vois une femme bien constituée, mais qui décide de revenir au pays, quitte la terre de ses ancêtres, par rapport à un petit bobo qu'elle a eu et autres. Nous tous, nous soignons aux plantes. Moi, j'ai été affectée dernièrement, je me suis soignée aux plantes, mais je suis chrétienne. Donc ça là, maintenant, c'est un problème de croyance. Alors, la dame, elle, dans sa croyance, elle dit qu'elle est chrétienne et qu'elle ne voudrait pas s'aventurer sur d'autres terrains et autres qu'elle ne maîtrise pas. C'est normal, respectons ça. Alors, si maintenant les ancêtres, je ne sais pas, les patriarches et autres ne peuvent pas respecter ça et préfèrent détruire la vie de cette dernière, je dis à un moment donné, il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche. Alors, maintenant que mamie est décédée, il n'y a personne justement qui a pu retransmettre cette bénédiction, je ne sais pas, ou alors ce message à cette dernière. Et c'est aujourd'hui, quand elle décide de venir voir ses siens, sa famille, qu'elle est plaquée comme ça. Non, j'estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un procédé qu'on a biaisé. Et ça, c'est justement ça qui met un peu certaines personnes en difficulté et qui n'arrivent pas à comprendre, à accéder à ce que certaines personnes veulent nous inculquer comme valeurs qui répondent notamment à nos traditions, à nos cultures. Et moi, je m'inscris en faux. Et je demande qu'on laisse cette jeune dame dans sa croyance, qu'on la respecte et qu'on peut bien donner ce trésor à une autre personne aussi dans le village. Ok, Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, les voies du Seigneur sont insondables et impénétrables. J'ai entendu un pasteur me dire, j'étais couché sur mon lit, c'était un moment donné où je traversais des tribulations, que Jésus m'est apparu et m'a dit, tu es appelé. Ça, c'est un pasteur qui le dit. Je venais de perdre un enfant, pendant que je me lamentais sur la mort, je me suis couché, j'ai dormi, j'ai eu un songe, un ange qui est venu me dire, voilà, telle est ta mission. Et je me suis levé. Ça, Florazé ne nous dit pas que oh, c'est monté, c'est descendu. Monsieur Eric Fopoussi, elle a eu une maladie. Elle était malade. Même les Blancs le savent. Hein. Même les Blancs le savent. Lorsqu'on fouille, on dit on ne voit rien. Monsieur, est-ce que vous êtes sûr qu'au village, là, essayez de rentrer. À défaut de ça, on va vous coller des maladies rares. Elle s'est souvenue, dans sa chrétienté profonde, qu'elle appartenait à une famille. Maladie sur maladie, on lui dit il faut rentrer au village. Elle arrive au village, on la soigne. Pourquoi ne pose-t-elle pas les questions là? Que vous devez utiliser la prière, on entre dans les églises, il faut qu'on prie sur moi, la maladie va partir. Elle va se faire soigner. On utilise un rituel pour la soigner et on lui donne une information, monsieur, il faut possible. L'information qu'on lui donne, c'est que tu prendras la place de ta grand-mère. Vous pensez qu'on est assis sur ce plateau par hasard? Je vous dis non. Si c'est une information, je vous dis non, on n'est pas assis sur ce plateau par hasard. Si dans le principe chrétien, vous voyez, je vous dis non.
quand le principe traditionnel était prévu qu'on devait être là. Il y a des sous à M. Eric Fokoussi. On a vu des mamans le dire, des grands-mères dire, l'enfant qui naîtra, l'enfant mâle qui naîtra du ventre de telle famille, c'est là on prendra mon successeur. Ou l'enfant de tel fils, femelle qui sortira, sera soit mon successeur, soit c'est cette personne qui va présider à la destinée de la famille. On fonctionnait avec cela et parfois ça se réalisait. Lorsque vous avez un enfant, si elle avait dit que c'est l'enfant, c'est peut-être l'enfant de sa troisième fille, si l'enfant de sa troisième fille sort une fille, c'est elle qui va la succéder juste après sa mort. Et que celle-là, quelques temps après la mort, elle donne naissance à une fille. On dit voilà le successeur. On se rappelle aussi que beaucoup de parents cachaient cela. Beaucoup de parents cachaient cela à leurs enfants. Ils savaient bien que c'est elle qui va succéder, mais on ne veut pas frustrer l'enfant. On ne dit pas à l'enfant, on laisse l'enfant évoluer. Voilà la fille qui va au Canada. Elle fait ses études normalement, elle est malade, elle rentre. On lui dit tu vas porter le sac. Vous savez que c'est quel sac? Ça peut être elle. C'était peut-être le rôle que jouait sa grand-mère, c'était celui de protéger le village. Le rôle que jouait sa grand-mère, c'était celui de soigner l'infertilité. Le rôle que jouait sa grand-mère, je ne sais pas moi, ça peut être celui d'une djiba. Permettre aux femmes de pouvoir concevoir, de ne pas souffrir de frigidité, comme on le dit. Ça pouvait être. On la restitue dans son élément en lui donnant ce pouvoir. Reprends le pouvoir de ta grand-mère afin que cela ne se perde. N'oubliez pas qu'elle a passé plusieurs années. Or, savez-vous combien de personnes sont décédées dans cette chaîne parce qu'il manquait un maillon? Ah oui. Vous avez le pouvoir de guérir, je ne sais pas moi, X ou Y. Vous refusez à le faire. Entre-temps, les gens ne font que tomber. Or, vous avez cette possibilité. Vous serez comptable de cela. Et entre lui dit, tu vas tout simplement reprendre le sac de ta grand-mère. Et ça, ce sac, je ne sais pas moi, ça appartenait à quel rite, s'il fallait faire, je ne sais pas moi, le Mvungu, s'il fallait faire le Tso, le Tsoro, je ne sais pas. Bref, il fallait qu'elle récupère ce sac et qu'elle le fasse. Mboboka dit, le principe de la négociation, commencez par recréer l'harmonie. Parce que vous avez provoqué un déséquilibre de la nature. Il faudrait commencer par réharmoniser, recréer cette harmonie en disant, oui, pendant longtemps, je n'ai pas été là. À cause de moi, beaucoup de choses se sont passées. Actuellement, je suis là. Donnez-moi la possibilité de pouvoir. Mais elle oppose avec l'Église en disant, je suis... Vous venez parler de Jésus-Christ à vos ancêtres. À votre grand-mère, vous venez parler de Jésus-Christ. Non, mais est-ce qu'elle ne savait pas qu'elle allait avoir un sac pour... Attention, vous portez un nom qui vous renvoie dans une sphère et dans une ère géographique précise. Vous vous appelez Zé. Zé veut dire quelque chose de chez vous. Alors ce Zé, il faut le comprendre, il faut le savoir, il faut l'interpréter. Votre famille appartient à une classe. De la même manière qu'à l'ouest. À l'ouest, les rois naissent sur les peaux de panthère. De la même manière, quand on va chez les bêtises, c'est sur les feuilles de banane plantain que naissent les rois. Ceux qui auront les feuilles de plantain, ceux qui ont, oui, je pense bien, c'est les feuilles de plantain, ceux qui auront une destinée aussi grande, c'est là-dessus qu'ils naissent. Alors, dites-vous bien que c'est ça, elle doit porter, qu'elle accepte tout simplement cela, qu'elle accepte son rôle, sa fonction, qu'elle s'initie, qu'elle subisse, qu'elle négocie et qu'elle par finir ses études si c'était l'entente. Tout à fait. On va continuer à éplucher les réactions sur ce plateau. Avec vous, Karine. La tradition est dure, c'est vrai, parce qu'elle est quand même déjà assez âgée et on sait tous les sacrifices que ça prend de poursuivre les études étant une femme. Et certaines traditions obligent que la femme doit avoir un certain comportement, c'est-à-dire que peut-être qu'elle ne va pas se marier dans ce genre de critères, peut-être qu'elle ne va pas avoir d'enfants, peut-être qu'elle doit seulement être là pour encadrer les enfants des autres, ainsi de suite. Et peut-être que ce n'est pas aussi le genre de choix de vie qu'elle avait. Je pense que ce genre de choses, quand même, on devrait initier l'enfant dès le bas âge. Parce que quand on cueille un enfant, quand on cueille un fruit, déjà, mais sans avoir arrosé, on a la plante, on a l'impression que le fruit n'aura pas assez de jus. On a l'impression que le fruit n'aura pas un goût sucré. Parce que elle n'est pas préparée à ça. Elle n'a jamais eu dans sa mémoire profonde qu'elle devait remplacer quelqu'un qui avait autant de pouvoir. C'est ça, en fait, son inquiétude. Parce que si elle vous dit qu'elle est chrétienne, c'est justement peut-être un attrape-nigo pour vous dire que moi, je ne connais pas ce genre de choses. Je n'ai jamais grandi avec ça. Maman ne m'a jamais dit, papa ne m'a jamais dit, personne ne m'a jamais dit qu'il y a telle chose dans ma famille, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Il y a encore aujourd'hui, il y a des familles qui ne savent même pas d'où elles viennent, comment est-ce que leur lignée a été formée. Il faut le dire aux enfants. Il faut l'implémenter aux enfants. Mais aujourd'hui,
elle est mise devant le fait accompli. Et il a fallu qu'elle soit malade, qu'elle ait la présence d'esprit de rentrer au pays pour se faire soigner, pour avoir cette information. C'est dur, c'est vraiment très difficile. Et moi, je me dis aussi que, tout comme Momor l'a dit, elle peut peut-être plaider avec ses ancêtres ou encore sa grand-mère pour qu'elle lui donne la possibilité d'aller terminer ses études. Mais encore que ce sera très difficile si on a déjà attendu beaucoup de temps. Je ne pense pas qu'on pourra supporter 2 ans. Je sais pas. Et donc, on va lire les messages avec vous, Florazé. Alors, première réaction, pardon, ce matin, qu'elle respecte la tradition, car dit-on, ne dit-on pas que la nature nous prescrit et bon pour nous. C'est José Auré qui réagit à Fumbot. Autre réaction depuis... Une autre réaction, c'est tout à fait normal. Cette fille ne devrait pas se prendre la tête en étant radicale, qu'elle reprenne ses études au Canada, c'est vrai, mais elle doit donc créer un dialogue avec ses pairs et après, donc, elle pourra y retourner. Adrien Abounamoussa dit. Autre réaction ce matin, c'est tout à fait normal, car même si elle parvient à voyager, elle ne fera rien de bon dans sa vie. Donc elle se soumet à la tradition. C'est Amel Clovis qui réagit ce matin. Pardonnez-moi. Voilà. Autre réaction ce matin, c'est patriarche du village exagère, Bosco à Damas qui réagit ce matin, Yaoundé. Autre réaction ce matin, il ne faut pas, voilà, donc on doit également, c'est vrai, il faut critiquer ce comportement, mais proposons également des voies de sortie pour cette fille en négociant avec les gens du village. Et puis également, certaines personnes s'amusent avec les lois de la nature. Autre réaction, on nous a imposé nos croyances. Croire en Dieu, c'est également un rite des Blancs. Notre tradition est également une croyance. Alex Abouya qui réagit. Autre réaction ce matin, je dirais que d'autres profitent du mot tradition pour empêcher certaines personnes d'avancer. C'est John qui réagit à PK11. Autre réaction ce matin, même le Seigneur a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplit. Donc quand on réunit ses origines, on devient une âme errante. C'est Sandrine qui réagit ce matin. Un dernier message. Autre réaction ce matin, cette fille doit faire confiance en Dieu et aller prier également sur la tombe de sa grand-maman. Tout ira bien. D'accord. Alors, c'est tout pour l'histoire de ce matin. Mesdames, Messieurs, on va tout de suite prendre la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question du droit de place dans les marchés et le commerce ambulant dans ce pays. Qui favorise quoi? La cherté du droit de place qui favorise le commerce ambulant ou l'absence de place dans les marchés qui favorise le commerce ambulant? En fait, je m'interroge. Comment comprendre que le commerce ambulant soit désormais l'apanage de toutes les régions de ce pays, y compris les axes lourds et à bord des péages routiers? On y vend tout. Désormais, on se balade dans les rues avec les sacs, les plateaux, les paniers, les CD contenant tout. À qui mieux, qui va acheter? Comment comprendre que la chaussée et trottoirs soient devenus des lieux d'un méga giga commerce, marché central de Koti? Doit-on accuser l'engorgement des marchés, le coût exorbitant de location des boutiques et comptoirs, ou encore l'avance exigée par les bailleurs? Pourquoi est-ce que les commerçants préfèrent vendre sur la chaussée
bien qu'ils soient à chaque fois chassés de force par la police municipale. L'entêtement est tel qu'on se demande ce qui pousse ces vandales à Sauvette à revenir sur la route à chaque fois qu'on les déguerpit. Question. Quel est le rôle des collectivités décentralisées dans cette danse de paon? Comment comprendre qu'à chaque bout de rue, on retrouve des commerçants ambulants, commerce de croquettes, commerce de biscuits, commerce de maïs, commerce de prunes, commerce de cigarettes. Tout le monde y va. Faites un tour sur le tronçon rond-point Madagascar, 8e, Cité des Palmiers, Marché Central, Kololoun ou alors Péta 14. Vous comprendrez de quoi je parle. La Palme d'Or revient au carrefour Ndokoti. Rappelons-nous qu'il y a quelque temps, le carrefour Ndokoti comptait des morts à cause d'un violent accident de circulation qui avait coûté la vie à des vandales à Sauvette installés sur la chaussée et le trottoir. On a fait semblant de nettoyer, mais quelque temps après cette mésaventure, le carrefour a remis ses mêmes vieux habits. Les vendeurs de CD et de friperies se bousculent pour avoir une place sur le trottoir. Que dire des individus tant expatriés que nationaux qui sont devenus les adeptes du porte-à-porte, proposant à tous et à tout va leurs produits. Il n'est plus surpris de rencontrer dans la rue des Indiens, des Égyptiens, des Arabes, proposant des produits, partant des porte-clés à des macocottes. Comment comprendre que les vendeurs ambulants ont pris en otage les parcelles prévues pour la circulation des personnes? Ils ne craignent personne, même pas les agents de la police municipale qui sillonnent régulièrement les lieux. Comment comprendre que les vendeurs ambulants n'échappent pas aux impôts? Bien qu'installés sur la chaussée, les vendeurs et les sauveurs ne sont pas exempts de toute taxe. Ils paient chaque jour 100 francs CFA au titre de l'impôt. Comment comprendre qu'aucun espace des marchés de la capitale économique camerounaise ne soit exploité gratuitement? Savez-vous que les commerçants occupant les abords du marché central ne sont pas exempts de toute taxe? Ils paient chaque jour l'OTVP, occupation temporaire de la voie publique, et l'impôt mensuel qui s'élève cumulativement à 200 francs CFA par personne. Pareil pour les vendeurs à la sauvette des marchés Madagascar et Ndokpassi, qui versent quotidiennement dans les caisses de la mairie de Douala 100 francs CFA au titre de l'impôt libératoire. Comment comprendre que la perception de l'impôt mensuel par les mairies ne soit pas reversée dans les caisses des marchés? Faute d'emploi, les jeunes ou non diplômés se lancent progressivement dans plusieurs activités en vue de subvenir à leurs besoins primaires. On les voit tous les jours, à chaque carrefour, sur les grandes avenues, les boulevards, artères publiques de la ville de Douala, Yaoundé, se faufilant entre les véhicules et très souvent au risque de leur vie. En main, ils transportent un peu de tout. Confiserie, mouchoirs, appareils électroménagers, objets décoratifs, ustensiles de cuisine et d'autres. Ils sillonnent les quartiers et les services administratifs de la ville, toquant à tous les services, les portes et bureaux, proposant des articles et des vivres aux potentiels clients. Devrait-on légaliser une fois le commerce ambulant et faire de nos différents artères publiques des dépotoirs? Voilà, dans un contexte au Cameroun où on voit très bien que les gens n'ont pas de travail, on est dans un contexte où le chômage est généralisé, le chômage atteint des niveaux records et le seul moyen pour ces Camerounais de s'en sortir, on le voit très bien, c'est soit de se réfugier dans la moto ou simplement se lancer dans ce qu'on appelle ce commerce ambulant et donc créer ce que l'on a consacré comme expression au niveau de la communauté urbaine, des communautés urbaines au Cameroun, Douala, Yaoundé et d'autres, Bafoussam partout, où on parle de plus en plus de désordre urbain avec ces gens qui créent des situations de blocage de la circulation. Chalamel a cité des carrefours où on voit là-bas qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bon, Bengan, comment, par quel bout doit-on saisir cette question? Par l'organisation de nos grandes agglomérations. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on devrait dissoudre la communauté urbaine et laisser les mairies d'arrondissement s'occuper de l'espace, de leur espace territorial. Parce que chaque sous-préfecture répond à un arrondissement, tout comme chaque mairie
répond à une commune qui est liée à cet arrondissement-là. Si l'expression consacrée, c'est approcher l'administration des administrés. Ça veut dire qu'au moment où le sous-préfet est nommé, bien que je conteste cette incongruité de la République, mais ils existent quand même. Il faudrait que le maire soit là, qui organise la commune. Et apparemment, on l'appelle le premier magistrat municipal. Donc, c'est le maire et les populations qui s'organisent pour leur mieux vivre. L'introduction des communautés urbaines, bien qu'on ait mis dans leur organigramme, je pense, une direction de lutte contre le désordre urbain, a plutôt aggravé le désordre urbain. Commençant par cela, parce que lorsqu'on dit que les mairies doivent participer à la promotion des activités génératrices de revenus, c'est-à-dire que cette mairie-là, ou alors l'exécutif communal doit s'associer avec les populations pour s'organiser et bien vivre. Donc, le problème réside au niveau de la centralisation de pouvoir qu'on a confié aux communautés urbaines, au point où la gestion de l'espace urbain, notamment les espaces marchands, sont dans un cafouillage inouï. C'est par là, je point de vue, pour répondre directement à votre question, qu'on a commencé. Parce que vous voyez, les gars, on vous dit à Yaoundé, Awara, quand vous entendez, bon, ils vont aller où? Quelquefois, dernièrement, on vous dit la poste centrale à Yaoundé, à partir d'une certaine heure, est littéralement transformée en marché. Mais sans oublier ce qu'on voit partout. Donc, c'est ahurissant. Donc, il faut commencer par la base. Comment canaliser ce dynamisme-là, au final? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de place dans les espaces marchands consacrés, réservés pour ça? Non, mais il n'y a pas d'espace où il doit avoir de l'espace. Oui. Si c'est le maire qui gérait sa commune, il aurait dû avoir de l'espace. Parce que pour le sous-préfet, on lui a concédé ce qu'ils appellent les emprises. C'est-à-dire qu'à côté de la route, lui aussi, au lieu de laisser les trottoirs et tout, il est venu mettre ses boutiques à lui. J'ai dit les 360 sous-préfets, il n'y a pas d'exception, il n'y a aucune exception. Et ils ont occupé les trottoirs. Le désordre commence d'abord par eux. Et maintenant, les mairies, ils n'ont pas à gérer l'espace, ils ne veulent pas gérer l'espace urbain. En fait, comment on doit s'organiser dans les textes réglementaires et les lois de la République? Vous verrez qu'il n'y a pas d'espace de jeu. On vous parle de stade municipal, en réalité, les municipalités n'ont construit aucun stade. Il devrait y avoir des espaces de jeu. Football, handball, basket, moins là où les gens peuvent suivre. Il doit y avoir des espaces, d'autres espaces de loisirs. Est-ce qu'il y a des bibliothèques municipales? Est-ce qu'il y a des centres multimédia? Est-ce que vous n'en trouverez nulle part? Et c'est d'ailleurs les maires, au lieu de négocier ces espaces-là pour justement créer des espaces marchands, ils viennent négocier parce qu'on a vendu ici, parce que telle station-service doit, parce qu'on a oublié, on a laissé les populations c'est débrouiller et ça cause ce que ça cause. Donc, c'est de leur principale responsabilité. En fait, on leur a contraint à cette responsabilité-là. Il faut dissoudre les communautés urbaines. Alors, mais au-delà de dissoudre, il me souvient tout récemment, Jean-Robert Wafo, il est adjoint au maire de Douala 2e, évoquait cette mainmise des communautés urbaines dans la gestion des droits de place, et il convoquait ici la loi pour dire clairement qu'il y a des droits de place pour des communes d'arrondissement et les droits de place pour les communautés urbaines. Et il regrettait qu'à Douala, par exemple, qu'il y ait des marchés qui relèvent encore de la communauté urbaine, et pourtant la communauté urbaine n'a pas construit ces marchés-là. Il parlait à l'occasion de ce marché central de Douala qui n'avait pas été construit, qui avait été construit, souvenons-nous, du moins inauguré par l'actuel chef de l'État du Cameroun à l'époque, en 1981, comme étant Premier ministre de l'époque. Donc il évoquait cette question qu'il fallait régler par rapport au respect de la loi et aux marchés qui sont dans les territoires de ces communes d'arrondissement. Oui, il a raison, parce que pour le cas de Douala, je pense que la communauté urbaine a construit que le marché Sadaga. Le problème qui se pose est le suivant. Vous allez vous rendre compte qu'il y a les zones comme on appelle TZF. Vous entendez parler de cité des enseignants. Vous entendez parler de l'ancienne cité des douanes. Vous entendez parler de l'ancien camp régie. On appelle, il y avait un nom là, le nom me reviendra tout à l'heure, Cité Chardy. Voilà, Cité Chardy. Vous entendez parler de Camberto.
un certain nombre de choses. Donc, et même les abords du stade de la réunification. Il existe des endroits qui sont considérés comme les, comment vous appelez ça, les espaces publics de l'État, le domaine privé, voilà, le domaine privé de l'État. Maintenant, lorsque la régie fédérale n'existe plus, que fait-on de la cité Chardy? En réalité, c'est la mairie de la localité qui aurait dû négocier avec l'État qui concède. On va procéder ça aux populations qui étaient là avant parce qu'on avait pris pour utilité publique. Comment fait-on de telle la gestion de tel autre espace? C'est là où le désordre vient. Parce qu'il y a un super maire, justement, qui se permet, parce qu'il y a de flou et parce qu'il y a du laxisme au sommet de l'État, même au niveau du gouvernement, qui fait qu'on ne sait jamais, on ne sait pas ce qui se passe de la cité des douanes. On a rétrocédé aux populations, non. L'État a repris, non. Les zones aménagées par la préfecture, vous entendez parler de la zone, certaines de la zone de Madagascar à Yaoundé, un certain nombre de zones, même des zones Maxi. Donc, ce sont les mairies qui auraient dû, c'est de cet espace-là que parle l'adjoint au maire Robert Wafo, et les communautés urbaines viennent s'en accaparer. Et parce qu'il y a une collusion incestueuse entre les délégués de gouvernement et l'administration centrale, on piétine les maires. Donc, c'est ces zones qui devaient donc être rendues parce que chaque mairie aurait dû comprendre et voir la progression démographique, l'évolution démographique dans son territoire et voir comment ça va se faire, comment les gérer, comment mettre un stade ici, comment faire de cet espace-là qu'on a rétrocédé aux populations et gérer l'espace, c'est-à-dire que les populations n'allaient plus revendiquer les faux titres fonciers par-ci, par-là. Donc c'est là le problème. On va résumer. Si on supprime donc si on dissout ces communautés urbaines-là, ces vendeurs à la sauvette, ces vendeurs ambulants vont être mieux réglés. Oui, il y aura une lisibilité. Oui. Par exemple, le maire, et là, déjà, voilà, je parle de la mairie, ceux qui ont gagné, ceux qui gèrent la mairie, la communauté, ont leur espace territorial bien délimité. Et on connaît les habitants qui y sont. Et à ce moment-là, la gestion de l'espace devient fluide. On sait que telle cité, l'ancienne cité des douanes, on va la transformer en. Et vous allez voir, parce qu'avant, les vendeurs, du moins de Sandaga, étaient à Mbopi. Ils vendaient pratiquement dans la rue. Et on les a emmenés, on les a jetés en pâture. On les a jetés parce que vous allez à Sadaga, il n'y a plus, ça ne ressemble pas à un espace marchand. On aménage par le tout. Donc, chaque mairie va aménager ses espaces marchands. Et à ce moment-là, on saura même ceux qui sortent d'autres localités pour venir à cette mairie-là. Et c'est là où la gestion deviendra. Vous quittez Douala 5, vous venez vendre à Douala 1er. C'est pas normal. Donc, on allait voir. Vous êtes situé où? À Douala 5. Vous êtes commerçant. Vous voulez. C'est-à-dire que les droits de place allaient être gérés de cette manière-là. Et les autres espaces, on peut prendre n'importe quel investisseur. Il peut être un étranger ou un compatriote ici qui pourra avoir également lui aussi la gestion s'il veut construire une entreprise ou quoi. Il y aurait des espaces aménagés pour cela. Ok. Alors, Chalamel, où se trouve le problème? Le problème se trouve à plusieurs niveaux. Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'on construisait le marché central de Douala, je ne pense pas qu'on était à 4 millions ou à 3 millions de population dans le littoral. Aujourd'hui, vous prenez Douala 4e, c'est un autre monde. Douala 4e, c'est un autre monde. Partant du pont, ça lorsqu'on traverse le pont de Bonasama jusqu'à Souza, je vous assure, c'est plein. N'allez pas demander la terre là-bas, il n'y a pas. Les gens sont en train de construire. Douala 4e mériterait d'avoir un marché central à ce niveau. Monsieur Fopoussi, vous allez à Douala 3. Douala 3 est la plus grande commune de la ville de Douala, la plus grande commune d'arrondissement de la ville de Douala. Douala 3 devait avoir un marché central. On devrait centraliser pour contenir. Vous avez Douala 2 qui prend déjà Douala 1er, Douala 2 qui prend Douala 1er, donc on ne peut pas se soucier d'eux. Vous avez Douala 5. Douala 5 qui empiète sur une partie de Douala 3. Quand vous regardez toute cette zone, Bonamoussa, Dignala, Lokbessou, PK 21, 22, 23, on devrait faire un marché central à ce niveau.
Voilà donc qu'on n'a pas pensé à ça. C'est chacun qui se débrouille, qui fait ce qu'il peut. La charge est abandonnée entre le sous-préfet, le régisseur du marché, les présidents du marché. Chacun gère un peu comme il veut, monsieur Rifopoussi. L'autre chose, c'est le prix de droit de place. Dites-moi comment un vendeur de guilles, dont le capital à 15 000 francs, va aller prendre une boutique de 25 000 francs ou de 30 000 francs au marché, monsieur Rifopoussi. Il vendra quoi? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Il vendra quoi? Qu'on prenne un petit enfant qui a le plateau, je parle simplement le plateau de prune. Le plateau de prune, c'est 500 francs. On lui demande d'avoir une boutique ou une vendeuse, une braiseuse de manière périodique de maïs, d'avoir une boutique. Oui, elle voudra bien avoir une boutique, mais elle va payer à combien? Je pense donc que c'est la planification qui a été très mauvaise. Je vais vous prendre le cas. Vous savez que les 300 boutiques dans le marché Madagascar sont toutes occupées. Les 300 boutiques, même si vous ne voyez pas de marchandises exposées, le tiroir d'en bas est occupé et la personne paye. Cette personne paye, mais elle est assise en route, monsieur Rifopoussi. Elle n'est pas sur le comptoir, mais le comptoir lui appartient, s'occuper. Idem pour le marché des femmes. Savez-vous qu'au marché des femmes, les 1500 boutiques qu'on avait allouées aux femmes au niveau du marché des femmes sont louées à 3000 personnes. Ça vous surprendre 1500 à 3000 parce qu'on a diminué les boutiques, la sous-traitance de la sous-traitance de la sous-traitance. Voilà comment les gens se retrouvent à y vivre. Au marché des femmes, monsieur Rifopoussi, je reste toujours à ce niveau. Est-ce que vous savez qu'il exigeait aux commerçants des avances de loyer qui oscillent entre les 240 à 300 000 francs CFA? Ça veut dire que vous voulez prendre une boutique, on vous dit l'avance, c'est 240 000 francs, 300 000. La personne se retrouve à dire, je vais prendre 240 000 où? Mon fonds de commerce, c'est combien? C'est peut-être 100 000. Je vais prendre 240 000 francs ou 300 000 francs où? Pour donner comme avance de loyer. La personne se retrouve à faire un tour. Est-ce que vous savez toujours qu'au marché des femmes, un vendeur réglé par avance paye désormais tous les mois, monsieur Rifopoussi, 30 000 francs CFA, 30 500 francs, avant qu'il entre en grève, là, monsieur Rifopoussi, au marché des femmes, c'est 30 500 francs. Ça va répartir comme suit. 25 000 francs pour les frais de location, 3 500 pour la quittance de l'électricité et 2 000 francs CFA pour les frais de gardiennage. Voilà comment les gars se retrouvent à souffrir. Au marché Dakar, monsieur Rifopoussi, les boutiques oscillent entre 2 à 3 millions de francs CFA. Et ça, encore, il faut dire ça. Voilà donc autant de situations qui poussent les jeunes gars à dire, je vais faire quoi au marché? Regardez là le long des avenues le matin pendant les embouteillages. Bonbons, qui veut les bonbons, ils sont en train de passer. Vous vous amusez, on vous arrache le téléphone portable. Vous vous amusez, on vous arrache qui c'est le sac qu'on soutient, qui c'est quoi. Ils sont en train de parler. Donc ça présente un réel danger. Il faut qu'on réfléchisse. Ailleurs, ça n'existe pas. Pourquoi ça devrait exister au Cameroun? Voilà, on va également vous passer la parole à Karine Sontia pour votre lecture de cette situation. Déjà, pour entamer mes propos ce matin, je vais commencer par dire qu'au Cameroun, ce sont les populations qui créent des marchés. Ce n'est pas l'administration. Depuis le marché central ou bien le marché Mbopi, je n'ai pas encore vu un marché qui a été construit avant l'occupation. Je sais que les marchés qui sont autour de nous sont des marchés qui ont d'abord commencé par un kiosque, une petite boutique personnelle. Ce sont des marchés spontanés. L'administration se rattrape. Voilà. Et commence à donner des tickets de table aux gens, des tickets de table aux gens. Chaque fois que vous allez au marché, dans n'importe quel marché, vous allez trouver un ticket sur lequel on a mentionné soit 100 francs, soit 500 francs sur les comptoirs des mamans. Alors moi, ce qui est un peu crucial dans cette affaire, c'est qu'il y a une crise d'acceptabilité sociale et de participation des citoyens dans tout ce qu'on peut faire dans cette ville. C'est-à-dire que lorsque même l'administration décide de mettre sur pied un projet, le citoyen est le premier à boycotter parce qu'il n'a jamais vu un projet tenir jusqu'au bout. Un projet n'a jamais été entamé et terminé. Jusqu'aujourd'hui, on a toujours des marchés qui sont dans des titres, des marchés qui sont dans des documents, mais qui ne sont pas nés. Regardez par exemple le marché central. Est-ce que vous êtes déjà monté au dernier niveau du marché central? Vous avez vu comment l'eau entre dans les boutiques et on paye le loyer. Vous avez vu comment c'est souvent les mares d'eau au marché central, dans les boutiques à l'étage, c'est compliqué de circuler là-bas. Et dans certains marchés aujourd'hui, vous avez des femmes, des commerçants qui sont obligés de faire dans le marché noir. C'est-à-dire que quitter la maison, aller vendre à 4 heures, question de fuir certaines taxes et rentrer même à 6 heures, 7 heures. Pour fuir les taxes. C'est-à-dire que des gens choisissent de faire... Le marché de nuit, notamment le marché des poulets. Le marché des voilà. poulets, c'est un peu donc, c'est-à-dire que
il s'agit quand même d'un secteur qu'on a abandonné. Quand vous voyez un commerçant de couteaux le long des rues de la ville de Douala, couteau, vous avez l'impression qu'à tout moment, quelqu'un peut être tué, en fait. C'est un matériel qu'on n'expose pas lorsqu'on vend. Même dans des boutiques, dans des magasins, c'est souvent dans des coins vraiment éloignés. Parce que si tu n'en as pas besoin, tu ne vas pas chercher. Et on vend quand même ça en route, couteau, et vous voyez comment est-ce qu'à chaque fois qu'il passe, les gens se reculent parce que c'est quand même un matériel tranchant. Maintenant, je vais quitter de là pour arriver quand même au marché, au Carrefour Ndokoti, qui est le centre même du grand désordre des marchés au Cameroun. Le marché Ndokoti... C'est un marché Ndokoti. Monsieur Mathieu, attendez, quand je vais terminer, vous allez comprendre. Je me rappelle à l'époque, quand je ne vais pas détaler mon CV ici, mais pour dire que lorsque je faisais un certain métier, il y avait un marché à Ndokoti qu'on appelle le marché Dakar. Oui, ça existe. Voilà, ça existe. Il y a notre marché toujours à Ndokoti, les boutiques de téléphone là, le coin de boutiques de téléphone avec les boutiques de savon et autres, ça existe. Il y a d'autre côté un marché, le marché des médicaments et de certains vêtements qui existe à Ndokoti. Ça fait 3 marchés, sans compter le marché des aliments qu'on consomme. Ça veut dire qu'à Ndokoti, il y a 3 types de commerce qu'on effectue. Et s'il vous plaît, une boutique, un petit comptoir en bois au marché Dakar, ça vous coûte les yeux de la tête. Mais attendez, c'est pas Et de l'autre côté, où il y a eu incendie et on a reconstruit, c'est encore plus grave. Donc, ça veut dire qu'au Cameroun, quand même, il y a des marchés, même quand ils naissent spontanément, parviennent à remplir les poches de certaines personnes. N'oublions pas aussi que le nouveau type de commerce ambulant qui est né, c'est des femmes qui, le soir ou très tôt le matin, sont avec les voitures. Elles garent dans un rond-point, elles ouvrent la malle arrière, elles prennent le micro parfois. D'accord. Oui, il faut pousser la vérité, c'est que quand nos marchés ne brûlent pas, ne volent pas en centre, maintenant, il n'y a qu'à l'intérieur, ils sont vides. Revenons avec le droit de place. C'est, je veux dire, les comptoirs ou boutiques qui sont vendus aux commerçants sont au-dessus des moyens des Camerounais. Et pour cause, on retrouve justement ces mamans et jeunes garçons et autres, vous voyez, à l'extérieur justement de ces marchés. Faites un tour de côté, au lieu de 10 Cates. Il y a un grand espace qui a été aménagé de ce côté pour accueillir les commerçants. Vous connaissez combien de litiges il y a eu au sein de ce marché? Et les plus grands litiges, moi je vous dis, se retrouvent dans nos marchés. Dans nos marchés, à des dos. Je dis que les plus grands litiges se retrouvent dans nos marchés. Alors les mamans là-bas, vous voyez, on a une gare, la gare de Balsa, qui ravitaille pratiquement toute la ville de Douala. Mais allez regarder dans quelles conditions les mamans là-bas exposent les marchandises. Combien de cas d'accidents on a déjà enregistrés là? En plein plantain, macabo, manioc, citron et tout. Allez, mais pourtant à côté, il y a un espace qui a été organisé pour accueillir les commerçants. Mais à l'intérieur, il n'y a aucun commerçant. Qu'est-ce qui cloche? C'est-à-dire qu'un individu a un espace, il aménage, maintenant il a le droit de fixer les prix qui lui plaisent. Sans toutefois que l'administration, je sais pas, la mairie et autres, ne s'accordent pour que les populations, et à un moment donné, on est dans la débrouillardise et il faut pousser. C'est une maman qui a acheté son sac de macabo, je dis n'importe quoi, à 35 000 francs, doit payer son comptoir encore à, je sais pas, 35 000 francs. Payer les taxes chaque jour, 100 francs, 500. Elle va vendre, comme Chalamel l'a dit, elle se lève à 4 h du matin, elle se lève à 3 h, 4 h du matin, elle écoute sa marchandise à 7 h, 8 h, elle est partie. Et c'est comme ça pour la plupart de nos frères et sœurs, de nos mamans, c'est comme ça qu'ils exercent. Et nos marchés sont comme ça. Et il n'y a pas d'espace comme on l'a dit. La gestion de l'espace dans nos villes ou pour nos commerces est quasi inexistant. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a un plan d'urbanisation par rapport justement à nos espaces marchands. Et pourtant, moi je vois, quand je tourne la tête à Yassa, Chalamel a parlé de PK21, quand je regarde, je vois que si justement on essaie d'obéir dans nos séminaires, les forums et autres qu'on organise tout le temps, si on essaie d'obéir à tout ce qui est tracé sur nos formats, je ne sais pas moi, et autres réglementations, il faut aussi, les populations vont bien vivre. Vont bien vivre. Vous ne pouvez pas circuler entre 9h, 10h, 10h, 12h, 16h. C'est plein ici, coiffure, D'accord, on va arrêter là pour cette première partie de l'émission, madame, monsieur. Restez avec nous. Dans un court instant, la deuxième partie.
Retour sur ce plateau, madame, monsieur. Deuxième partie de ce programme. Nous sommes le mardi 14 mai 2019. Et pour cette deuxième partie de l'émission, permettez-nous de lire quelques messages envoyés par vos soins. Et nous ferons des commentaires par la suite. Et vous savez ce qui va arriver, ce sera la revue des réseaux sociaux. Florazé. Oui, Eric Fopoussi. Alors, par rapport à la colère de Charles Hamel, hein, que font ces maires d'arrondissement? Ils doivent donc gérer l'espace public, créer des marchés pour leur population. Autre réaction ce matin, alors je sors du Bénin et je recommande également au gouvernement de nos villes ici au Cameroun d'aller faire également un tour de ce côté pour voir comment on organise les vrais marchés. Voilà, c'est M. Ebele Adeido qui réagit. Non, ils savent. Et en plus, c'est un Camerounais qui dirige ce qu'on appelle le programme de développement municipal dans le cadre africain. C'est un ancien haut cadre sous-directeur de la maïture. Il s'appelle Elombassi. Il a fait des propositions par rapport à ça. Il a même organisé un sommet Africité en décembre 2003 à Yaoundé. On ne veut pas le suivre, malheureusement. Les maires dépouillent les petits commerçants avec l'argent du contribuable. Le maire construit les boutiques, les box, les comptoirs, dont la mensualité va de 25 à 75 000 francs, avec une avance d'1 million pour les boutiques. La mairie nous dit, c'est Thomas Abonabé qui dit la mairie d'Ezeka. C'est lui qui dit son témoignage, Thomas Abonabé. Autre réaction ce matin, le marché central est l'œuvre de l'ancien président Amadou Ahidjo. Les fonctionnaires milliardaires font quoi exactement? On dit que c'est un vieux marché. L'initiative vient du président de la République. L'initiative n'était pas venue de fonctionnaires. Tout ça à cause du désordre, c'est fatigant et propulsé par le système en place. C'est Yonsi depuis Vogada qui réagit à Yaoundé. Autre réaction, les communautés urbaines étouffent les mairies. Il faudrait supprimer les communautés urbaines. C'est Maurice Takamabamenjou qui réagit ce matin. Vous allez lire un dernier message. Autre réaction, cette histoire du jour reflète la réalité. J'ai vécu personnellement ce cas. Pour ma mère était sur le point de mourir jusqu'au moment où elle est rentrée balayer, allumer du feu chez sa belle-mère. Réagit notre cher ami Jojo, qui pense que la tradition est dure car elle n'est pas différente également de la loi d'un pays. On va tout de suite aller avec vous dans la revue des réseaux sociaux. Oui, Eric Fopoussi, 3 informations et puis la toute première, on revient notamment avec la réunion du Conseil de sécurité. Rappelons qu'il y a donc cette communication qui circule également dans une communication le ministre des Relations extérieures parlons justement de la crise anglophone et justement Saint a donc communiqué qu'aucune réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Cameroun n'est donc programmée. Rappelons que la formule ARIA, c'est ainsi que le gouvernement, le ministre, le jeune Bella Bella a donc décrit la réunion en cours aux Nations Unies justement sur la situation humanitaire au Cameroun. Eric Fopoussi, une information également et qui suscite de vives réactions sur la toile. Certains estiment que c'est encore une toute autre pression et le gouvernement justement qui vient démentir cette information. Étant sorti de l'auberge, Eric Fopoussi, certains estiment que voilà encore une autre réaction du gouvernement qui jusqu'ici minimise encore la situation de la crise humanitaire liée à la crise anglophone au Cameroun. Oui, alors il y a un monsieur comme Atangana Manda qui avait dit en Mondiovision que cette réunion du 13 mai n'aurait pas lieu. Informelle ou pas formelle, elle n'aurait pas lieu. Il avait clairement dit cela. Et il n'est pas le seul, puisque beaucoup de gens dans le gouvernement, dans un premier temps, lorsque nous annoncions cette réunion du Conseil de sécurité, même informelle, même en formule ARIA, parce que beaucoup disaient rien ne se passera le 13 mai prochain. Et finalement, on se rend compte que hier, ils sont réunis. Alors, j'aime beaucoup la formule des Nations Unies. Ce qu'ils ont fait au Cameroun hier,
ça c'est de la tactique parce que ils ont fait en sorte que cette réunion, parce qu'on dit c'est pas une réunion, mais c'est une réunion, que cette réunion, parce que des gens qui se rassemblent, c'est une réunion, à moins qu'on veuille nous faire une leçon de français, que cette réunion soit retransmise en direct sur la web TV des Nations Unies. Donc hier soir vers 20h, ceux qui étaient attentifs ont pu regarder, ont pu suivre en direct. Donc on le voit très bien, cette rencontre de ces membres du Conseil de sécurité en direct sur la web TV des Nations Unies. Alors ce qu'on va dire, c'est que on a quand même retenu cette déclaration de l'ambassadeur du Cameroun aux Nations Unies, M. Monté, qui a quand même dit un certain nombre de choses. Il a clairement dit, d'ailleurs, on comprend pourquoi d'ailleurs le Premier ministre est allé là-bas à Bamenda, puisque hier, lors de son exposé devant les membres, il a clairement dit que nous dialoguons. Je reprends les termes qui ont été prononcés par M. l'ambassadeur Monté. Il a dit « Nous dialoguons parce que le Premier ministre était la semaine dernière, ça sont ces termes, je le paraphrase, à Bamenda, et il a amorcé le dialogue avec le leader historique de l'opposition, Nidjon Fundi. Il a raconté le périple et la visite du PM à Bamenda comme étant le dialogue. Dit, nous dialoguons. Alors bon, Megan, quelle lecture vous en faites? Moi, je pense qu'il faut apporter une ou deux précisions. C'est que, vous l'avez dit, les membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies se sont réunis. Mais ce n'est pas une session du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je pense que là, c'est vrai. Deuxième chose, ces membres se sont réunis parce que, selon les termes diplomatiques, je cite, la situation humanitaire au Cameroun est préoccupante. Fin de citation. Donc, en réalité, il s'agit pour ces membres-là d'essayer d'envisager, d'essayer de voir dans quelle mesure un membre de leurs frères, un membre de l'association pourrait être, j'allais dire, devrait demander leurs sollicitations et qu'il faut agir quand il est encore temps. On a dénombré environ ou un peu plus de 4 millions de Camerounais qui seraient en situation humanitaire très très grave. D'abord, je pense qu'ils ont parlé de l'est de la Damawa, de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Ils sont dans une situation terrible. Et autre chose, c'est que l'Organisation des Nations Unies a le droit d'ingérence à ce niveau-là. Et peut-être faudrait faire la distinction entre l'ingérence humanitaire et la gestion de nos affaires politiques. La réunion n'a pas pour objet de venir gérer nos affaires politiques internes. La réunion a pour objet de susciter l'adhésion du monde entier pour regarder le cas humanitaire. Il y a les morts, il y a la famine, il y a des maladies, il y a des déplacés internes, externes. C'est de ça qu'il s'agit. Mais d'un cas comme de l'autre, ce serait une honte pour notre pays de ne pas savoir qu'il y a une situation humanitaire et de ne pas engager un dialogue national pour que cette situation-là soit résolue ou alors trouve des débuts de solutions sur le plan local. Ça revient à dire que notre plan d'urgence humanitaire, il faut reconnaître que c'est bidon et ça ne réussira pas. Donc, si nos officiels continuent à tenir les propos que vous nous avez relayés là, M. Foposi Negou, j'ai l'impression que ça va nous amener droit au mur. Ça va nous amener droit au mur et ce sera une honte pour le Cameroun que les voitures blanches des Nations Unies commencent à venir distribuer du riz ici au Cameroun, des médicaments, de la tomate, de l'huile et tout, et chercher les abris. Comment vous êtes dans votre pays, vous n'arrivez pas à habiter votre population, on commence à venir avec les tentes des Nations Unies, aller dans le Donga Mantoum, dans le Mboui, à Kolofata, je ne sais pas, à Garigombo, je ne sais pas moi, à Mayo Bagno pour payer des tentes en disant, cette situation-là arrive, ça veut dire que nous revenons là, dans des années 1955. Donc, ce serait déplorable. D'accord. Alors, mais il y a quand même quelque chose qui est remarquable, c'est que lorsqu'on lit la déclaration de l'ambassadeur, le représentant permanent du Cameroun à l'ONU, M. Monté, on voit qu'il y a un déni
de la situation. Il dit que le Cameroun est debout, que le Cameroun tient la situation. On est clairement là dans un langage, un dialogue de sourds. D'un côté, des gens qui estiment que la situation est extrêmement grave, et de l'autre, des gens qui vous disent que non, circuler, il n'y a rien à voir, nous contrôlons la situation. On est clairement dans une situation où il y a le déni total et des gens vous disent qu'ils dialoguent et pourtant on sait que le dialogue n'a pas été amorcé. Comment on gère cette situation? D'ailleurs, on a été tous choqués hier sur Equinox Télévision, pour ceux qui ont regardé l'émission Equinox Soir hier, quand monsieur Bengono Isomba vient dire à Mondiovision sur une chaîne de télévision que 1850 morts, on ne les compte pas, et qu'il s'agit là d'une affaire où Dieu lui-même a dû faire alliance avec les hommes pour raser des villages. Non, on est là dans une configuration où nous sommes en face de dirigeants qui ne prennent pas suffisamment la mesure de la situation. Bon. Oui, absolument. Laissons là où les gens prennent des armes. Il y a 2 semaines ou la semaine dernière, on nous a montré les populations qui sont... Les gens sont morts parce qu'ils allaient chercher de l'eau potable. Ils n'ont pas pu trouver de l'eau potable. Est-ce que ça, ce n'est pas une situation ahurissante? Est-ce que ce n'est pas une situation alarmante? Donc, les laudateurs du régime doivent quand même, à un moment donné, s'arrêter. Et qu'on se regarde entre nous, on se dise, non, le tout n'est pas, je veux dire, ou alors on pense que nous autres, nous peignons le Cameroun en noir exprès parce que nous avons un problème particulier avec le chef de l'État ou le régime. Non, nous disons que il a quand même prêté serment au moins 7 fois et s'est engagé à faire un certain nombre de choses pour amener ces populations à un épanouissement. Et il ne peut pas le faire. Il n'a pas pu le faire. Les mesures qu'il envisage, il ne peut pas. En France, les gens marchent. Les gens marchent. 6 mois seulement après la prestation de serment de Macron, que tout le monde, l'homme qui a même, j'allais dire, cassé tout le paysage politique en France, le Parti socialiste n'existe plus, le communiste n'existe plus, et républicain, tout le monde, il a mis tout en branle. 6 mois après, on se rend compte que, chef de l'État, monsieur le président de la République, là où vous nous envoyez, là, c'est mauvais. Et que nous, chez nous, les gens te disent quand même que non, lorsqu'on critique les orientations faites par le gouvernement, le chef de l'État, on va dire, mais non, vraiment, c'est bon, on ne maîtrise rien. On ne maîtrise rien du tout. Non, que ce soit des situations, je répète, où il n'y a pas eu échange à l'Est, par exemple. Que fait-on avec les réfugiés centrafricains qui sont chez nous? Et lorsque le programme des Nations Unies pour le développement au Cameroun, qui coordonne le système des Nations Unies dans notre pays, a élaboré ce plan et a donné une mouture au gouvernement, au lieu que le gouvernement travaille avec ce système des Nations Unies pour voir en quelle mesure le déploiement allait être fait, vous avez vu comment ils ont fait. Ils ont pris, ils ont dit, oui, plan d'urgence humanitaire, alors qu'ils ne sont pas à l'origine de ce projet-là. Et ça aboutit donc à la situation telle que même à l'extrême nord où on a chassé Boko Haram à certains endroits, on ne voit pas le génie militaire venir aider les populations à se réinstaller. Voilà, au moins là, l'ambassadeur Monté aurait pu dire que maintenant, vous voyez, déjà en Dian, le génie militaire est en train de voir, les gens sont sortis, on a construit déjà les cas, et à Kolofata, je ne sais pas moi où, on a déjà construit un certain nombre de choses, nous avons la maîtrise de la situation, mais rien du tout, et on dit que le monde entier ne doit pas s'alarmer sur notre situation. De toute façon, pas le monde entier, puisque il semble que c'est le monde entier qui s'est réuni là. Non, il semble que la France, parce que beaucoup nous parlent de puissances étrangères qui a dans ce pays des gens qui sont prêts à vendre le Cameroun aux puissances étrangères. Mais c'est qu'on ne dit pas. La France est en train de bloquer toute chose actuellement. Oui, mais c'est qu'on ne dit pas, il faut peut-être le dire là. Oui. L'ambassadeur de France qui est ici, qui est en fin de séjour, va partir bientôt. Oui. Il a engagé le gouvernement français et l'État français à sa gestion de la crise humanitaire à l'Est et dans la Damawa. Et ça, il n'en parle pas. Et ça veut dire qu'en fait, la France soupçonne qu'on est en train de vouloir chasser le président Biya du pouvoir. Peut-être, mais pourquoi elle-même ne dit pas que je suis engagé, je vous ai emboîté le pas? D'accord. Alors, Chalamel, sur cette question des membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui se sont rencontrés, finalement, hier, contrairement à tout le bavardage auquel on a eu droit les précédents jours. Oui. Le ministre des Relations extérieures. Ce qu'il faut dire déjà, M. Eric Fokoussi, c'est que aucun match de Barça
n'a atteint le chiffre record en termes de vues. Les Camerounais étaient concentrés hier sur cette question. Je pense aux horaires des heures, de 15 heures, les Camerounais ont commencé tous à se rallier pour faire, il y avait des directs, les multiplications. Les Camerounais étaient arrivés pour savoir qu'est-ce qui allait être fait. Il y a certains sur la toile, M. Eric Fokoussi, qui sont allés jusqu'à faire même qui faisaient des synthèses toutes les heures pour dire voici ce qui vient d'être dit. On a classé la France, la Belgique, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire sont derrière le Cameroun, mais la Russie, XX. Donc, les Camerounais ont suivi avec cela comme si c'était un match de football. Donc, c'est dire déjà que les Camerounais sont soucieux de la paix, sont soucieux que les choses reviennent à l'ordre. Mais lorsqu'on a écouté les dires de monsieur, de son excellence, monsieur l'ambassadeur, je pense, monsieur Eric Fokoussi, qu'il a poussé le bouchon un peu loin. C'est sous forme même de mépris. Et ça amène les Camerounais à se poser la question de savoir est-ce que ce qui est en train d'être fait en l'heure actuelle par le Premier ministre n'est pas du folklore pour amadouer l'opinion internationale. Est-ce que c'est pas du folklore? Oui, est-ce que c'est pas du folklore? Est-ce que c'est terrible? Oui, est-ce que après ça, il y aura véritablement dialogue? Est-ce qu'après ça, il va véritablement s'asseoir? Juste après ce conseil, cette première réunion, la pression va baisser. Est-ce qu'on va véritablement s'asseoir? Non. Je pense qu'à un moment donné, aller jusqu'à dire que certaines ONG, certains individus sont venus peindre le Cameroun en noir, pays d'enfer, homo indicible, avec les marcheurs de la 47e rue pour spontanément. C'est une méprise même qu'il a envoyée à l'endroit de ces différentes ONG qui ont valeur, dont les rapports ont valeur au niveau du conseil. Je crois qu'à ce moment, il y a eu une outrecuidance, il y a eu une sorte de mépris, M. Eric Fokoussi, dont le bouchon a été poussé loin par l'ambassadeur. Donc, ça suppose que ce qu'on présente sur la toile, c'est des choses qui se passent au Mali. Les images qui sont présentées de toutes ces villes, c'est des images qui se passent en Centrafrique, au Tchad, Cameroun. Les images des incendies qu'on aperçoit X ou Y, tout c'est en Somalie. Donc le Cameroun se porte bien et ils tiennent le bon bout. On a vu, et je crois, moi je vous dis, monsieur Fokoussi, j'ai bien peur, j'ai l'impression, je peux me tromper, que c'est un folklore. Vous avez vu le ministre Atangandi, qui d'un côté était très dur, rigoureux, qui subitement parle de dialogue, subitement parle de paix, subitement dit le gouvernement depuis 1983 est ouvert au dialogue, il faut dialoguer, mais quelles sont les mesures qui sont prises? Ça c'est la question qu'on est en train de se poser. Quelles sont les mesures concrètes? On dit oui, le gouvernement est ouvert au dialogue. Regardez tout ce que les gens disent. Regardez les journaux, les tam-tams nationaux. Regardez ce qui est en train d'être fait. Oui, le président est prêt à dialoguer. Quels sont ceux qui vont dialoguer? Quelles sont les commissions? Moi, je pense que c'est un folklore pour amadouer cela, pour amadouer ceux du Conseil. Et puis là aussi, on a vu quelques intérêts. On a vu quelques intérêts qui se sont joués avec ces différents pays, ceux qui véritablement sont en train de vouloir rentrer au niveau du Cameroun. On a vu, parce qu'on n'est pas allé loin avec la sortie de Vladimir Poutine qui lui a pensé, je pense bien, que le Cameroun est apte à prendre en charge ou à gérer cette crise. Donc je crois qu'à ce niveau, monsieur... Non, mais personne n'a même dit que le Cameroun est inapte à gérer cette crise. On a dit qu'il y a un manque de volonté politique pour la gérer. On sait que ceux qui sont là actuellement, nos officiels, ne veulent pas faire ce qu'il faut faire pour résoudre la crise. Ils ont décidé de manière libre et souveraine de ne pas appliquer les solutions qui peuvent amener justement une résolution de la crise. C'est clair et c'est net. Maintenant, si on nous dit que le Cameroun est apte, mais écoutez, les Camerounais ne sont pas des idiots. Les Camerounais sont bel et bien aptes à gérer cette crise. Mais sauf que, est-ce que nos gouvernants, nos officiels vont appliquer le remède qu'il faut? On a dépassé le cadre du dialogue. D'ailleurs, ce matin encore, c'est Joshua Oshie qui nous faisait cette révélation. Nous ne sommes plus au niveau du dialogue. Il disait que nous devons faire de la négociation d'ailleurs désormais. Et est-ce que le Cameroun, est-ce que nos gouvernants vont faire taire leur fierté? Pour aller aux négociations? C'est toute la question qui se pose maintenant, puisque quand on regarde ce que propose le DIF en termes d'éléments essentiels avant d'aller au dialogue, on voit très bien que le gouvernement est loin d'imaginer une telle option, de dire qu'on va demander aux militaires de rentrer dans les casernes. Ce gouvernement, je vous dis, ne fera jamais ça. Et pourtant, il en est capable. Donc, il y a une différence entre être capable et vouloir faire quelque chose. C'est à ce niveau-là qu'il y a.
un réel problème. Absolument. Ok. Justement, par rapport à cela, il y a que lorsqu'on fait un feedback, on se rappelle du voyage de l'ancien Premier ministre Yan Filemon dans le nord-ouest et le sud-ouest lorsque cette crise avait éclaté, lorsqu'il était allé rencontrer les syndicalistes, enseignants et avocats et tout. On se rappelle bien que juste après, tous ces syndicalistes ont été arrêtés. C'est ce que a soulevé ce matin l'honorable Joshua aussi. Oui. Mais il ne faut pas oublier que le ministre a voyagé le week-end passé, juste après qu'on ait annoncé qu'il y aura une réunion pareille qui va se tenir. Tout le monde s'est dit non, il faut ça, il faut qu'il rencontre, ainsi de suite. Mais tellement il a été cordial dans cette région, on montre comment il saluait les populations et autres, qu'on a oublié que l'essentiel de cela pouvait être un dessin. C'est-à-dire qu'on peut nous faire un dessin que non, il y a des commerçants dans les rues, il y a des boutiques qui sont ouvertes, il n'y a rien pour montrer à la communauté internationale que non, nous on gère la situation. Et là encore, on nous parle des enlèvements qui continuent à se perpétrer dans cette localité jusqu'aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant aussi à dire et à ceux qui sont dans la gestion stratégique de cette affaire au sein du gouvernement, juste rappeler que ça fait 3 ans qu'on observe, qu'on vous observe, hein. C'est pas comme si la crise était il y a 2 jours. Ça fait 3 ans qu'on vous observe. Merci de faire cette donc ce qu'on dit n'est pas le résultat d'une affaire d'un jour qu'on a observé. Ça fait 3 ans qu'on observe vos comportements, vos déclarations, vos actes. Et aujourd'hui, ce monsieur, je prends son nom parce qu'il est très important de le dire, monsieur Marc Locoque, il est le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires des Nations Unies. Ce qu'il a dit hier, c'est ce que nous disons nous tous ici depuis des mois, depuis des années. Il dit que là-bas, les centres de santé ne sont plus présents. 40% sont seulement opérationnels à l'heure actuelle. Il parle des écoles qui sont incendiées. Il parle des enfants qui ne vont pas à l'école. 160 000 enfants ne vont pas à l'école là-bas. Il le dit. Et ce n'est pas une affaire qui est... C'est pas nouveau, ça. Nous, on le dit depuis très longtemps. La situation n'est pas sous contrôle, comme on veut bien nous le faire croire. Comme M. Monté a bien voulu nous le dire hier là-bas, la situation n'est pas sous contrôle. Et pour ceux qui pensent que ce que l'on dit, c'est des balivernes, allez là-bas. Allez à Koubon. Voilà, pour aller dans votre sens en une seconde, un élément nouveau vient conforter ce que vous venez de dire là. Tout à l'heure, un hélicoptère de l'armée s'est écrasé. Panne technique ou pas, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que il transportait les autorités administratives. Pourquoi transporter les autorités administratives qui étaient venues rencontrer le Premier ministre? Pourquoi les transporter par hélicoptère pour aller dans leurs unités de commandement? Ça veut dire, donc, comme vous avez dit, et vous avez raison, la situation n'est pas sous contrôle, n'est pas entièrement sous contrôle. Et là, les Nations Unies ont le droit de s'en inquiéter. Voilà. Et donc, voilà, c'est une question tout à fait, on va dire, hein, pour que ceux qui nous regardent comprennent où se trouve le vrai curseur du patriotisme. On ne peut pas penser que ceux qui vivent au nord-ouest et au sud-ouest ne sont pas des personnes humaines. On ne peut pas l'imaginer. Ce sont nos frères. Ce sont des Camerounais et on ne peut pas imaginer que ces personnes-là n'aient pas droit à une certaine considération et qu'on les traite comme des personnes humaines, avec la dignité humaine. On a tous vu les images qui viennent de là, on a vu des choses atroces de ce côté-là. Il est temps que les gens arrêtent un peu leur fierté, arrêtent la mauvaise foi et commencent à travailler pour le bien des Camerounais. Flora, un commentaire, vous aussi? Oui. Et pratiquement, vous m'avez enlevé les mots de la bouche parce que quand vous avez essayé de comparer et justement en citant ce que certaines personnes pensent de la crise et minimisent même la crise anglophone. Et je me suis dit, moi, ce matin, en lisant les réactions, est-ce que ces personnes ont des proches ou ont déjà fait un tour dans ces 2 régions pour voir réellement ce qui se passe de ce côté? Et au point où on vient de dire qu'on grossit les chiffres, que c'est exagéré, etc. et tout. Ça c'est vraiment... par rapport à la crise, il faut aller sur la toile pour essayer de voir un peu la réaction de certains Camerounais. On a l'impression que certains vivent soit à l'étranger, je ne sais pas sur quelle autre planète, et ils refusent de voir les choses comme nous. Soit c'est de la mauvaise foi, il faut quand même au moins qu'on ait une sincérité administrative. Une sincérité parce qu'on a quand même, on est humain, parce qu'on parle quand même de la situation humanitaire du Cameroun par rapport à la crise. Soit on est humain, soit on a une femme et des enfants, et on reconnaît
que justement au cœur de cette crise, comme vous l'avez dit, Eric Fopoussi, il y a des milliers d'enfants qui depuis 3 ans ne sont pas allés à l'école, qu'il y a des femmes enceintes qui ont perdu leur vie, qu'il y a des enfants même qui ont perdu leur vie au sein de la crise. Et vous venez justement à Mondial Vision dire que non, c'est Dieu avec... Non, ça, c'est ce qu'on appelle l'abomination. On ne peut pas... Moi, ça me fait mal également de décrire ce type de choses dans mon pays. Ça fait mal à tout le monde. Mais le nier à Mondial Vision, vous pouvez être père de famille, ça, je dis ça c'est une blasphémation. On ne peut pas faire ça. En tout cas, on est en face des personnes qui ont banalisé la vie humaine. Je rappelle qu'il y a actuellement une jeune femme, une jeune fille, 19 ans, actuellement à l'hôpital Bonasama, qui est venue, elle est réfugiée de ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Elle a été violée là-bas, parce qu'il faut dire que les cas de viol là-bas, c'est grave. Elle a fait des jumeaux. Actuellement, elle est en situation d'indigence. Elle n'a pas d'argent pour assurer cela, et elle a accouché par césarienne, vous imaginez. Donc c'est très très grave pour ceux qui pensent que ce que nous avons ici, c'est... Mais au-delà de ça, de tout ce qu'on a dit, il faut qu'on soit lucide, n'ayons pas peur des mots. Les gens parlent d'aptitude à gérer la crise. Je vous dis que le gouvernement actuel au Cameroun ne gérera pas cette crise, parce qu'on l'a vu, on l'a vu à l'œuvre. Pourquoi? On parle aujourd'hui de la forme de l'État comme étant un sujet qu'on pourrait éventuellement mettre sur la table de négociation comme discussion pour voir. Vous pensez vraiment que ce gouvernement-là à Yaoundé va un jour accepter que ce pays soit un pays où il y a le fédéralisme? Vous pensez vraiment cela? Je veux dire, soyons Camerounais et acceptons... Il y a plusieurs raisons de dire que non. De dire que non. Surtout que Emmanuel Macron déshabiller la thèse d'un pays souverain qui ne reçoit d'autres personnes. Mais on a entendu tous Emmanuel Macron lors d'une visite au Nigeria. Il avait sonné la révolte en disant oui, il serait possible qu'on essaie un tout petit peu d'apporter un petit peu de libéralisme. Il avait dit une dose de libéralisme. Voilà. Et on a tout de suite vu après qu'on a mis en place les régionales, on a mis tout ce qu'on avait contre là. C'est pour dire qu'il y a une volonté de ne pas faire de ce pays un État fédéral. Absolument. Il faut que les gens le comprennent une fois pour toutes, et que tout ce qui est amorcé là, c'est pour nous distraire. Comme vous l'avez dit, Chalamel, c'est pour qu'on ait l'impression à l'international qu'on se bouge un peu, mais au final, c'est le statu quo. C'est ce statu quo in fine. Malheureusement, nous sommes Camerounais, mais nous sommes des patriotes. On ne peut qu'aujourd'hui le constater et le dire en Mondial Vision pour que ceux qui vont retenir l'histoire du Cameroun le retiennent pour la postérité. Absolument. Oui, Chalamel. Oui, parce que vous voyez les interrogations. On a certains confrères de la presse écrite qui sont allés jusqu'à dire que, enfin, à la une, on barrait la une de leur journal en précisant que le chef de l'État enterre le rapport de Mafane Moussongue. Oui. Si vous avez parcouru, vous allez vous rendre compte que voilà le Premier ministre John Boutté qui est à l'opposé en termes de pratique. À l'opposé en termes de pratique de ce qui a été fait. On ne fait pas mention de l'ensemble des premiers rapports, des premières descentes, des discussions, des échanges, des conclusions. Rien n'est fait. C'est quelqu'un qui arrive subitement comme le Messie, qui vient discuter avec des populations, comme l'a dit Karine Sontia, qui descend dans les rues un jour de Ghost Town, qu'on retrouve en train de saluer, avec le personnel de l'université de Ngaoundéré qui a fait le déplacement conduit par le recteur, qui se déplacent, qui vont jouer. De Ngaoundéré. Je pense que c'est... le Bamenda. Le recteur de Bamenda, pardonnez-moi, qui se retrouve à faire le déplacement avec le personnel pour venir jouer les éplorés, les veuves éplorées, pour venir jouer les femmes. Non, si c'est pour la femme qui est sur la photo, c'est de Ngaoundéré. C'est de Ngaoundéré, mais c'est de Ngaoundéré, moi je parle de Ngaoundéré, c'est vous qui m'avez perdu. Oui. Je parle de Ngaoundéré. Voilà, il vient jouer. Les gens ne se reconnaissaient pas et nous l'avons décrit. On fait un charter pour des personnes de si haut niveau. De si haut niveau qui vont arriver, et on parle de 10 000 francs qui ont été donnés. Donc, on fait film, on dit, voilà, il est descendu, il a discuté, on présente de potentiels négociateurs, on fait des carreaux pour présenter. Oui. Entre-temps, vous avez des populations qui tombent. Entre-temps, vous avez les villages Pigny, vous avez des villages Benka, vous avez des gens qui sont en train de mourir. Vous avez dans l'autre camp des policiers qui tombent chaque jour, dont on voit les corps qu'on présente. Vous avez des militaires qui tombent. Alors, vous avez... Chalamel, attention.
il faut dire que lorsqu'on parle des morts, ce sont des morts dues à la guerre, créditement, des armes. On ne compte pas les morts qui ont eu faim, voilà. Qui sont tombés qui ont eu le choléra. Ceux qui sont décédés dans la forêt qu'on ne connaît pas. C'est sûr. On va dire que l'eau ne coule pas dans une certaine partie de ces différentes villes. Ils n'ont pas accès à l'eau. Ils n'ont pas accès. Les champs sont fermés. Ils ne peuvent pas aller aux champs. On supplie à manger. On supplie à boire. Mais je crois que rendu à ce niveau, il devait y avoir quelqu'un dans ce conseil qui devait se lever, qui devait dire à son excellence que taisez-vous, vous racontez des histoires. Ce que vous êtes en train de déclamer là, vous racontez des histoires. Mais on a laissé passer cela comme lettre à la poste. On a laissé passer cela comme lettre à la poste, bien que les réalités, tout était détenu par eux sur la table. D'accord. Alors, je vais encore une fois de plus insister là-dessus. Monsieur Bengono Isomba, ce qu'il a dit hier est extrêmement... Ne riez pas, Florence, parce que ça fait très mal. Je dis, dans ce pays, on est arrivé à un niveau où on banalise la vie humaine, la dignité humaine. On ne peut pas dire sur un plateau en Mondiovision que même Dieu a rasé des villages, Sodome et Gomorrhe. Prends l'exemple sur Sodome et Gomorrhe. Et que le matin... Non, je pense que le procureur doit se saisir de cette affaire. Ce type de propos arrogamment prononcés sont des propos qui sont en mesure d'envenimer la situation. C'est des propos de radicalisation. C'est plus grave que les propos du délégué au ministère de la Justice. C'est plus grave que les propos de Jean de Demomo par rapport à la Shoah. Vraiment, c'est plus grave. Vraiment plus grave. Ça ne représente rien par rapport à cela, mais que c'est grave. C'est grave. Mais donc c'est grave. Les dirigeants ne pas les morts. Et puis il le dit avec un certain déni. Oui, avec une grande aisance. Avec une certaine aisance. Donc, c'est ravaler le chef de l'État à Dieu. C'est ravaler le chef de l'État à Dieu en lui disant, il a le pouvoir donc de le faire. Mais je crois que lui-même, sans se rendre compte, il est en train de pilonner lui-même les propres efforts, en fait. Les propres efforts qui sont en train d'être faits. Les mains tendues. Oui, il est en train lui-même de plomber les mains tendues des tweets du chef de l'État qui vise. Je crois qu'au sein du RDPC, c'est un cadre qu'il faudra absolument baïonner. D'accord. Ok, Florence, on poursuit. Oui, Eric Fopoussi, à l'entour à Pété Bandjoun, pour justement, il y a plusieurs buzz qui ont créé justement les réactions sur la toile. On se rappelle que le maire de cette partie du pays, on est à Fotso Victor, a donc été élevé, on le rappelle, à titre exceptionnel à la dignité du grand cordon de mérite. Rappelons que c'est au cours d'une messe d'action de grâce qu'il a donc organisé. Le patriarche a remercié, a pris le temps de remercier également Dieu de l'avoir maintenu en vie jusqu'aujourd'hui, justement face à l'épreuve de la maladie. Rappelons qu'au cœur même de cette célébration, on a eu plusieurs membres du gouvernement qui ont donc pris part à cette messe d'action de grâce, et même que le chef de l'État a été représenté par le secrétaire général du comité central du RDPC, à la personne de M. Jean Kouete, qui lui-même justement a donc honoré Fotso Victor, ce qui a donc créé une vive réaction de nos chers internautes sur la toile, certains estiment que c'est une incongruité, que comment on ne réussit pas justement à se défaire, soit du parti politique ou même de l'État. Que faut-il justement relayer comme information au cœur même de cette célébration, et même qu'au moment de cette manifestation de grâce, M. Fotso Victor a également fait don d'1 milliard de francs CFA pour rénover justement la cathédrale de Bandjoun. Autre information qui suscite encore des réactions, Eric Fopoussi, sur la toile. Les populations de Pété Bandjoun qui ne sont pas totalement d'accord avec ce don, mais sauf que sur la toile, on est resté justement à travers cette élévation, et justement qui a été fait des mains de maître par le secrétaire général du comité central du RDPC, ce qui a donc créé, Eric Fopoussi, des conflits sur la toile. C'est-à-dire que ça ne devrait pas se faire ainsi. Alors, je peux comprendre, je le dis encore, je peux comprendre que les gens s'indignent de cela, puisque évidemment il y a une tradition camerounaise de confusion de genre. Mais je suis allé chercher l'ordonnance 72 du 30 novembre 1972 portant l'organisation des ordres nationaux et la grande chancellerie. L'article 31, tout à fait, est important à souligner, où on peut désigner un ministre pour le faire, tout comme on peut, si une personne a reçu une distinction des ordres nationaux, la personne peut évidemment être désignée pour remettre une distinction au moins égale à la personne qui va la recevoir. Ça, c'est ce que dit au moins, ça, c'est ce que dit cet article 31 là. Je vous invite à aller lire ça. Donc,
de ce point de vue-là, on peut considérer que Jean Kouété, ayant déjà reçu des distinctions, peut être désigné pour aller remettre la distinction de manière tout à fait tranquille. Mais, sauf que le débat en question, c'est de savoir est-ce que le secrétaire général du comité central du RDPC à rang de ministre est-il considéré comme un membre du gouvernement? Bon, Bégan, vous avez chaque fois sur ce plateau, d'ailleurs, rappelé les autres de séance, parfois qui sont tout à fait déroutants avec cette situation. Quel commentaire vous faites de cette situation? La première chose, c'est que lorsqu'on délègue, lorsque le président de la République délègue certains de ses pouvoirs, par exemple ce qui s'est passé, il y a une note qui précise que M. Jean Kouété, chevalier, grand cordon de ceci, de cela, aura représenté le chef de l'État en question. Or, ici, la note qui désigne M. Jean Kouété le désigne comme secrétaire général du comité central du RDPC. Donc, ça veut dire que c'est une faute commise par les cercles de pouvoir. Cette faute se justifie par d'autres fautes et qui nous ont amenés dans d'autres ambiguïtés. Nos confrères du journal Mutation ont publié, je pense en 2011, le président national du RDPC qui fait son discours d'ouverture du congrès avec en tête présidence de la République du Cameroun. Voilà une autre incongruité. Ça rajoute à d'autres incongruités. L'ancien secrétaire général du RDPC, aujourd'hui décédé, Joseph Charles Douba, tout comme celui-ci, Jean Kouété, chaque fois, lorsqu'il y a des cérémonies protocolaires, ils sont assis au carré des ministres d'État, sans qu'ils ne soient désignés comme ministres. Je pense qu'aucun d'eux, lorsqu'ils assument ces fonctions, n'a bénéficié d'un décret le nommant ministre d'État. Alors qu'il devrait être assis dans la loge des associations politiques. La seule fois où M. Jean Kouété est resté assis à la place où il fallait, c'est lorsqu'il y avait contentieux électoral. C'est-à-dire on avait préservé une place pour les partis politiques, il est allé s'asseoir. Le reste du temps, il est dans la loge des ministres d'État. Mais ça renvoie justement à l'ambiguïté première, qui est que lorsque le RDPC est né à Bamenda, l'article 184 de son règlement intérieur fait de tous les hauts fonctionnaires les militants du parti. Donc, ça ramène donc à Joseph Charles Anderson Lé qui veut faire un communiqué. Il utilise l'entête du RDPC comme du ministère de la fonction publique. Donc, ce n'est pas normal ce qui s'est passé à Bandung. Il fallait qu'on le précise qu'il est là. S'il est membre de la grande chancellerie des ordres nationaux, à ce moment, on lui dit qu'il est membre. Il le fait en tant que membre de la grande chancellerie des ordres nationaux, mais je ne pense pas qu'il y soit membre. En tout cas, donc c'est une incongruité. Et moi, je partage le point de vue des internautes qui condamnent cette affaire. Ok, mais je dis que... oui, mais on précise... de 72 dit bien qu'en tant que membre de la grande chancellerie, il peut être délégué pour aller remettre une décoration officielle à un membre si dans son rang, le rang au sein de la grande chambre est au moins égal à la personne qu'il va décorer. Flores, termine cette affaire. Oui, il faut aussi avec la communauté de Gouffé. Je rappelle que plus d'une journée ne passe sans qu'on enregistre encore des affrontements ou alors des populations qui se soulèvent. Alors de ce côté, on parle également de la gestion qui est dans la mairie de ce côté qui est contestée, cette gestion par les populations également qui ont même réussi à séquestrer le maire de cette localité dans son bureau parce que justement un accident qui a été causé et aussi provoqué par son véhicule comme vous l'avez en image et justement ce qui a donc provoqué cette brusque montée de fièvre. On a essayé donc de passer par des négociations. Certains même riverains estiment que justement il y a un magasin et autres qui a été délocalisé et ce qui justement ne ravit pas la population. Voilà, on a également eu, comme vous voyez, une moto incendiée et autres. Donc on ressent justement des populations qui ne sont plus, Eric Fopoussi, très contents de vivre dans cette localité. Voilà, merci beaucoup. On va arrêter là pour la revue des réseaux sociaux. Compte tenu du temps imparti à ce programme, madame, monsieur, permettez-nous de prendre l'interpellation et juste après, on va retrouver la suite de ce programme. Ce sont les jeunes qui sont le Cameroun de demain. C'est par eux que le développement du pays devrait commencer. Pas le sommet, mais plutôt la base. À partir déjà des créations et
des innovations des jeunes. Parce que quand les jeunes déjà se mettent en compétition avec eux-mêmes, et le développement suit par la suite. Le sommet, c'est-à-dire les gouverneurs, les commandeurs du pays, devraient tout simplement accompagner ces nouvelles idées des jeunes pour que le Cameroun soit aussi compétitif à l'échelle mondiale. Juste un mot au Bengale sur ce compatriote. Oui, c'est un jeune, il est un écolier. Il veut une seule chose, que nous Pas sûr qu'il soit écolier. Le sac au dos, non. Et la tenue, ça m'a semblé. C'est une chemise. Bon, C'est d'accord. un étudiant aussi. Voilà, étudiant quoi. Voilà, merci à la réalisation. Il demande une seule chose, Un écolier. qu'on crée des perspectives pour les jeunes. C'est pas mauvais, mais il semble que sa revendication est légitime. Ok, d'accord, on va le comprendre comme ça. Consti Lamine est avec nous sur ce plateau ce matin avec le concept Salaka. Encore 5 jours de réduction Consti. Bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Salaka et bonjour à tous nos clients du côté bien sûr du Nord-Ouest qui seront bien entendu livrés désormais par l'un de nos nouveaux partenaires qui va assurer dans de très bonnes conditions le transport de toutes les commandes, de tous les commandes, bien sûr des clients du côté bien sûr du Nord-Ouest. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de dire merci et un bonjour particulier au directeur général d'Amour Mesam qui a donc décidé de choisir le concept Salaka comme partenaire de communication. Merci au directeur général d'Amour Mesam. Également, un merci à ceux-là même qui nous ont permis d'être en contact avec la direction générale d'Amour Mesam. Je pense à monsieur Kizito et bien sûr à Docta du côté d'Amour Mesam, Bonabéré qui sont tous bien entendu des fidèles clients du concept Salaka. Et à ceux-là, je vais leur dire merci beaucoup. Et à tous nos clients du Nord-Ouest, plus besoin de s'inquiéter. Grâce à notre partenaire Amour Mesam, vous aurez désormais l'occasion de passer vos commandes et de recevoir vos marchandises dans toutes les agences Amour Mesam du Cameroun. C'était donc là la grande information du jour. Alors à l'instant, le Salaka du jour, chers téléspectateurs, tous ceux qui vont commander dès à présent, les premiers clients à commander un article, quel que soit vous êtes, vous aurez l'occasion d'acheter un morceau de savon de 400 grammes à 100 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Ça c'est valable pour tous les clients qui vont commander pour le compte de ce matin, notamment les premiers clients. Et les premiers clients à commander un laptop auront l'occasion d'acheter un parapluie qui coûte 2000 francs. Vous l'achèterez à 150 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin avec bien sûr des robots mixeurs Debol. Vous les avez à 11 500 francs. C'est neuf, c'est dans le carton, c'est avec garantie. Vous avez encore 5 jours pour acheter ce robot mixeur à 11 500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur de Douala. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Le temps également de rappeler qu'on a des clients qui nous appellent de la France, du Canada. Ces clients qui ont des familles au Cameroun, grâce à la télévision Equinox, ils passent des commandes pour leur famille au Cameroun. Nous allons tout de suite continuer avec un fer à vapeur. Il est moyen, je préfère vous le dire, hein, mais il est solide, il est vraiment de qualité supérieure, il repasse très bien, il est neuf. Vous le retrouverez ailleurs à plus de 15 000, mais au magasin 1001 tapis, vous l'avez à 7 000 francs. Un magnifique fer à vapeur. Pour dire tout simplement, ne demandez plus virgule, les fers à vapeur virgule, aux voisins, point virgule, parce qu'ils vont vous insulter. Donc chacun devrait avoir un fer à vapeur à la maison à 7 000 francs seulement. On a également des magnifiques rallonges. Ce sont des rallonges de qualité supérieure. Des rallonges neuves avec un système de sécurité. Vous les avez à 4 500 francs du côté du magasin 1001 tapis. Vous aviez encore 5 jours et les premières personnes à commander dès à présent auront l'occasion d'acheter un morceau de savon à 100 francs. C'est le 400 grammes bien entendu. On a également des woofers. Cette fois-ci,
C'est une nouveauté. Vous les avez donc au magasin 1001 tapis à 18 000 francs. Je rappelle que le stock de 25 000 s'est épuisé. Alors nous revenons ce matin avec les nouveaux woofers. Vous les avez à 18 000 au magasin 1001 tapis. Ça prend la radio, la carte mémoire, la clé USB. Vous les avez à 18 000 au magasin 1001 tapis. À côté bien sûr des woofers, vous avez des laptops à 62 500 francs. Je dis bien des laptops de qualité supérieure. Vous les avez à 62 500 francs. C'est un corps d'audio, 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, lecteur et graveur DVD avec Wi-Fi. Vous les avez à 62 500 francs. N'achetez plus n'importe où. Nous livrons dans tout le Cameroun, quel que soit vous êtes. On est également toujours dans cette vente de ce matin des robots mixeurs, des grands robots mixeurs. Vous les avez à 19 000. Un robot mixeur qui a 6 lames pour le bol à eau et 4 lames pour le bol à sec. Il est également un tamis pour pouvoir tamiser vos fruits après les avoir écrasés. Vous les avez à 19 000. Toujours dans la vente de ce matin, des bouloirs électriques. Vous les avez à 7 000 au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. La suite nous conduit rapidement au régulateur de tension à partir de 15 000. Retenez bien les prix, le numéro de téléphone, le magasin, la situation et réagissez rapidement pendant qu'il est temps. N'attendez pas la fin des stocks. On a également toujours des laptops Core i5. Vous les avez à 120 000. Un laptop Core i5 avec 250 Go de disque dur, 4 Go de RAM, lecteur et graveur DVD Wi-Fi. Bien entendu, de très bonne capacité. Vous l'avez à 120 000 francs. Les dessinateurs, les topographes, les géographes, chacun devrait l'avoir à 120 000. C'est magnifique laptop Core i5. On a également des imprimantes neuves dans le carton. C'est une imprimante qui scanne, elle photocopie, elle imprime. Vous l'avez à 34 000 au magasin 1001 tapis. Une magnifique imprimante de marque Canon. Vous l'avez à 34 000. Que ce soit les bureaux, les écoles, à la maison. Chacun devant une imprimante. Plus besoin d'imprimer ailleurs, de photocopier ailleurs, de scanner ailleurs. 1001 tapis vous donne une imprimante à 34 000. Toujours dans la vente de ce matin, des portes cure-dents automatiques. Ah ben oui, plus besoin de laisser les vents ouverts après les avoir, bien sûr, après avoir consommé quantité. 4 500 francs pour les portes cure-dents et l'ensemble qui constitue un grand fer à vapeur. Ah ben oui, au lieu de 25 000 comme ailleurs, je les ai vus, les mêmes fers à vapeur, vous les avez à plus de 30 000 dans les autres magasins. Mais le concept Salaka vous les donne à 12 500 francs, le fer à vapeur. Les tapis neufs sont de retour, vous les avez à 19 000. Les grands tapis à 19 000 francs. Les robots mixeurs de balles, vous les avez à 11 500 francs. Toujours au magasin 1001 tapis, les Core i5 à 120 000. N'oubliez pas, les ordinateurs complets à 42 500 francs. Le morceau de savon à 100 francs. Le parapluie, bien entendu, à 150. Appelez dès à présent, n'achetez plus n'importe quoi. Ordinateur complet à 42 500 francs. Laptop 62 500 francs. Les robots mixeurs, les bouloirs, quelle que soit la quantité, venez à 1001 tapis. Nous vendons en gros et en détail. Merci, commandez à présent et achetez la qualité. On va arrêter là avec vous ce matin, Constille Lamine. Florazé, on bascule directement sur vous pour lire quelques messages envoyés par nos téléspectateurs ce matin. Autre réaction, alors j'ai pris une autre qui vient à peine d'arriver. Nous, au marché Mokolo, au secteur chaussures, friperie, nous payons 1 million chaque année avec pour un comptoir de 10 000 quittances et 5 000 impôts chaque fin de mois. D'accord. Alors, si la situation est sous contrôle, alors que le Premier ministre aille donc présider, nous dit notre cher ami ce matin, le 20 mai également à Boya, que les autres également aillent de même à Bamenda pour voir. D'accord, très bien. C'est compliqué hein, sur le terrain là-bas. Oui. Autre réaction de Nelson à Bamenda qui pense qu'on se moque totalement du peuple, hein, on néglige à suffisance cette situation et puis c'est le peuple qui ne tolère plus cette confiance abusée et justement on a l'impression qu'on se fiche totalement du sort du peuple.
Toutes ces abominations seront payées aux auteurs tôt ou tard, nous dit notre cher ami Minka. Ce matin, les propos de l'ambassadeur du Cameroun est un déni qui contribue à la radicalisation des propositions des uns et des autres. Et on ne fait que le dire depuis 2016, souvenez-vous. On ne fait que le dire. Et c'est un film, on remet le CD, chaque fois on reprend au début jusqu'à la fin et c'est la même chose. On le dit depuis 2016, on est en 2019, on continue à le dire et personne ne daigne. Il y a eu un début, on va dire, de changement de cap, mais on n'est pas dû penser que c'est parce qu'il y avait cette réunion du Conseil de sécurité. Autre réaction, pour moi, je pense que le bon Dieu pourra seul nous sortir de cette situation. On a tous on vit tous avec justement ce système colonial dont tant qu'il dépend de l'Occident, rien ne pourra jamais changer, nous dit notre cher ami ce matin. Quelqu'un nous a dit hier que même le bon Dieu a rasé des villages, exemple Sodome et Gomorrhe, pour refaire. Donc vous comprenez que même le bon Dieu, on n'est pas très certain. Alors, autre réaction ce matin de Bernard qui dit que par rapport à l'histoire du jour, la tradition n'est pas violente. Tout est fait depuis la naissance. On ne peut pas initier celui qui n'est pas né avec ce pouvoir-là. Chaque règle a ses principes. Peut-être faut ajouter une précision. Il faut comprendre une chose pour tout. La tradition africaine a ceci de particulier qu'elle laisse éclore, elle éveille l'âme de Dieu qui sommeille en chaque individu. C'est-à-dire, si vous êtes né pour être pécheur, on va vous encadrer pour l'être. Si vous êtes né pour encadrer les hommes, que vous soyez femme, fille ou garçon, on doit vous encadrer pour le faire. C'est ça la tradition. Et c'est ce qu'on appelle la spiritualité. C'est différent de la religiosité. La religion s'attache à un prophète, à un messie. Or, la spiritualité est dynamique. Elle éveille l'âme de Dieu qui sommeille en vous. C'est ce que nous faisons en Afrique. D'accord, et on va s'arrêter sur ces paroles très sages de Bombok Bengan. Ce matin, madame, monsieur, merci infiniment à vous de rester sur Equinox Télévision toute la journée. Nous sommes de retour demain 10h. Que Dieu, vraiment que Dieu bénisse ce pays, le Cameroun.